Voilà. En tout cas, premier lancement sur du coup cette vidéo qui sera une introduction un petit peu aux différents projets que j'ai, des projets professionnels, mais aussi un petit peu dans l'entertainment, voilà, parce que nous on est là pour faire de l'entertainment, et beaucoup dans la culture et dans le rapport à l'art. Je pense que j'ai plusieurs volontés qui vont se déplier sur le long terme, mais le premier objectif, ça va être un petit peu de faire une veille artistique des différents artistes et galeries présentes ou influentes ou dont je connais l'existence, ce qui est souvent le premier critère, c'est que je connais, donc je peux aller fouiller. Et voilà, et à partir de là, on verra ce que ça donne, ce qui se passe. Je ne me suis pas présenté, enchanté, je m'appelle Souko. J'ai fait des études en histoire de l'art jusqu'au master en gestion, diffusion, conservation des œuvres d'art du XXe et du XXIe. Donc c'est un peu un métier passion, clairement. Je ne suis pas artiste. Pas encore, lol. Non, je ne suis pas artiste. Je suis actuellement médiateur culturel dans un centre d'art. Donc moi, ma passion, c'est l'art contemporain, mais ma profession, c'est de faire des visites et de faire de la médiation. Donc je trouvais ça un petit peu logique de tomber sur des formes un peu plus numériques de la médiation, c'est-à-dire le podcast. Évidemment, pour le moment, j'ai pas de ligne directrice. Juste partager ce travail de recherche et de connaissance de nos artistes. Donc, sortez les stylos. Tout à l'heure, j'étais en train de regarder un super truc. C'était du coup une des premières galeries. C'est un nom, enfin, je sais même pas pourquoi je connais. C'est juste, c'est un nom de galerie qui m'a marqué. C'est Tadeusz Ropac. Voilà, donc c'est une galerie à l'international, bien évidemment. Ce que je veux dire par là, c'est que comme vous le voyez dans le titre, ils ont plusieurs localisations, dont une à Paris, une à Londres, une à Salzbourg, une à Milan et une à Séoul. Donc plein de lieux d'exposition. On imagine une très grande connaissance de la scène internationale. Et nous, on veut acquérir une connaissance de leurs artistes. Alors, j'ai vite fait un petit peu exploré tout à l'heure les titres des artistes. Ça m'a fait beaucoup rire parce qu'au final, je me suis dit que je verrais plus de leurs travaux. Mais pour le moment, on voit beaucoup leur tête. Et sachant que j'ai pas vraiment accès à leurs travaux, sauf si je clique sur leur tête, que ça devient un petit peu un profilage, un trombinoscope. Donc ici, je connais pas forcément beaucoup d'artistes. Ian Paiming, lui, je le connais parce que c'est un mec un peu connu. Qui a beaucoup aussi participé à des expositions sur le territoire français. Il a notamment fait une exposition au Palais des Papes, ainsi qu'à la collection Lambert. C'est par ces expos que j'ai rencontré son travail. Un monsieur fort sympathique, voilà, c'est vrai que je me suis jamais trop posé la question de son travail, et pour ce que j'en ai vu, j'ai pas forcément envie de le questionner. Mais c'est un nom qui me plaît bien, puisque j'ai beaucoup aimé ce personnage, et qui fait partie du coup de la galerie Tadeusz Ropac. On en a peut-être d'autres que je connais. Évidemment, notre cher Anthony Gormley, dont je connais les travaux, que j'aime beaucoup, un rapport au corps, une question de la sculpture, mais j'ai pas tant exploré ses écrits que ça. Et l'idée de tout ce blabla, c'était de commencer à faire une liste d'artistes peut-être dont j'aurais envie de vous parler un peu plus. Donc voilà, notre petit Anthony Gormley. Ainsi, vous voyez que c'est toujours voilà,
des formes humaines qui sont géométrisées. Je sais pas comment on peut dire ça. Qui sont subdivisées en formes géométriques dans des positions quelque peu étonnantes, souvent debout, comme on peut le voir ici. Ici, on voit qu'il est un petit peu en position fétale, tout à fait. Ici, encore un homme debout. Ici, on dirait qu'il fait un peu une prière ou qu'il sort d'une position de yoga. Very interesting. Et ça, par contre, c'est des travaux que je connais pas du tout de Monsieur Gormley. Gormley, sorry, parce que je vais écorcher son nom pendant 15 minutes. Mais voilà, moi j'aime bien, et c'est vrai qu'on peut faire un petite vidéo d'une minute, voire 4, sur le travail de notre cher Anthony Gormley. Je vais apprendre à le dire. Donc, question de la figure humaine. Évidemment. Je pense qu'il y a un lien à faire avec certainement l'homme de Vitruve. C'est obligé, il doit en parler. Parce qu'on est un peu dans ce rapport de proportion. C'est une hypothèse, je ne connais pas assez son travail pour le dire. C'est intéressant de voir la question de la géométrie et du coup des cubistes. Est-ce qu'il y a un lien avec ça? On rappelle que les cubistes transforment tout en cube. Très simplement. Et donc du coup, ça peut être intéressant de voir s'il n'y a pas des artistes qui ont un petit peu un travail sculptural similaire. Et figure humaine. Forcément, ChatGPT est là pour nous. Donc évidemment Picasso, les Demoiselles d'Avignon. Oui, bon, abstrait et conceptuel, certes. Mais on va peut-être sculpture. On va peut-être regarder un peu ce qu'on a. Lui, je crois que je l'ai vu tout à l'heure. Hop. Je sais plus qui c'est ce monsieur. Henri qui? Henri, visiter, on va aller visiter. Il y a un petit peu de ces formes-là que l'on retrouve beaucoup. Ambroise Vollard. Bon. Ambroise Vollard. On ira voir qui c'est. Moi, ce que je voulais faire comme parallèle avec un autre artiste qui était aussi chez Tadeusz Ropac. Ok, je le prononce comme je veux parce que je ne suis personne. C'est Tony Cragg. Je trouve que on est un peu sur un travail qui... Tony Cragg, I don't know, je sais pas. J'imagine que les professionnels de la profession me corrigeront sur les prononciations. Je crois que c'est un... De toute façon, c'est un sport national de bien savoir prononcer le nom des artistes. Est-ce qu'il y a vraiment, vous allez me dire en regardant, des similitudes entre Tony Cragg et notre cher ami Anthony Gormley? Et ben voilà, vous savez, ça c'est typiquement
le genre de petit bouquin qu'il me faut. Ça coûte 5 €, c'est pas très cher. Et ça, on en a. Et en plus, c'est des sculptures de ce monsieur, on en a. Euh, on en a. À Montpellier. Donc voilà. Bon, ça, c'est deux déjà bangers que j'aime beaucoup. Ce sont déjà des artistes que j'aime. J'aime ce qu'ils font plastiquement, de ce que je connais d'eux. Après, j'ai pas non plus l'entièreté de leur production artistique, ni les tenants et les aboutissants de leur pratique. Déjà, je suis très étonnée par ce genre de production de notre ami. Voilà. Je vous avais dit qu'il y avait une relation entre ces deux artistes. La preuve, ils ont déjà fait un groupe show. Donc, qui est très intéressant. Moi, je suis partant pour mettre ces deux artistes en collaboration intellectuelle. Euh, pour un peu apprendre à les dissocier ou à les rapprocher. Mais voilà, read full article. Yeah. Okay. Okay. Fucking obviously, this is not. En fait, évidemment, c'est ça qui est problématique, c'est que voilà, si on vous propose de lire un article sur une exposition que je ne suis pas allé voir et que je n'irai probablement jamais voir puisqu'elle date de 2006, et on vous propose un article de 2024, bon ok, c'est tight. Donc comment on fait quand c'est comme ça? C'est ce qu'on appelle un paywall. Donc ça veut dire que je n'ai pas accès à l'information sur cet artiste-là, puisqu'il faut que je paye cet article. Ce qui en soi ne me dérangerait pas si j'étais pas un consommateur aussi fréquent de contenu culturel et intellectuel, que je ne suis plus étudiant, donc je n'ai plus la gratuité étudiante. Et donc par conséquent, la finalité de ça, c'est que je ne lirai pas votre article, monsieur Wadelmar Jan Kuzakst, qui est probablement polonais, Janusz Kzak. Mais c'est bête. C'est bête, voilà. Bon, bah écoutez, c'est payant, on dit non, parce que la flemme. Donc on aura trouvé des infos par nous-mêmes à la bibliothèque en se passant des lumières de ce monsieur qui avait l'air, ma foi, très intéressant. Donc premier truc. Je pense qu'on reviendra sur ce site plusieurs fois. Moi, j'ai pas de problématique. Il va falloir regarder les vidéos, ça va prendre du temps. Mais maintenant, on peut regarder d'autres petits artistes. Tony Cragg, Emile Chung, Jordan Castile. Ça, j'étais assez intéressée par cette dame. On va cliquer, voir un peu ce qu'elle fait. Évidemment, c'est une américaine, mais ça on le savait déjà. Mais qui a l'air d'être plutôt d'origine latino. Donc elle a peut-être un discours un petit peu dissident, des formes traditionnelles, latino ou afro. C'est moi qui suis un petit peu... voilà. Mais j'aime bien. J'aime bien. Pourquoi est-ce que j'aime bien ce type d'œuvre d'art? Déjà, ce sont des personnes de couleur. Voilà, comment c'est bien. Mais c'est surtout que c'est rare, hein, si vous vous concentrez sur les peintures que vous connaissez et le nombre de peintures de personnes de couleur que vous connaissez, je pense que le nombre peut être un petit peu réduit. Ici, on retrouve clairement des influences, je trouve, de Douglas.
Donc un peu toute cette école afro-américaine. Je sais plus comment il s'appelle. Aaron Douglas, qui est The New Negro, qui est vraiment un personnage artistique assez important, puisqu'il arrive de me souvenir avec un peu la Harlem Renaissance et donc cette réinvention de l'homme afro-américain à l'aune de sa libération. Et Aaron Douglas, j'aime bien, j'aime beaucoup. De toute façon, c'est un peu un padré, hein. Donc on a fait un petit Aaron Douglas. On va voir du coup le travail de Castile. Sorry. Jordan Castile. Voilà, donc on est quand même sur des médiums assez traditionnels. On est sur de l'huile sur toile, des formats qui sont assez... Des formats moyens quand même. Bon, il y en a des grands, mais j'ai plutôt l'impression, mais bon, lui c'est un très très grand, lui c'est aussi un très très grand. Mais voilà, là c'est un petit format hein, quand même, on est sur 1 mètre par 80. Ça reste des formats moyens, là on dépasse le mètre 50, là aussi on est sur un grand format. Mais moi ce que je trouve intéressant et que je lis un petit peu avec cette pratique de Aaron Douglas, c'est ce travail de la couleur avec un petit peu tous ces effacés et ces figures humaines qui sont plus dans le travail de Douglas, mais qui s'efface un petit peu dans le paysage. J'aime beaucoup cette idée du cadrage avec cet artiste Chano Pozzo. Je ne sais pas si c'est quelqu'un de particulièrement connu. Mais voilà, et donc un peu des portraits d'anonymes dans des situations du quotidien, dans le train, avec des objets technologiques contemporains. On est vraiment dans une vibe... de cette contemporanéité, quoi, des choses qu'on verrait, nous, dans les rues et qui sont faites avec une forme de brio. Il y a un petit peu ce côté gauche d'une peinture qui ne se veut pas seulement réaliste. C'est vrai que quand on regarde un peu plus les espèces de perspectives, on voit que là c'est très très plat, hein. La perspective elle n'est pas très profonde, on voit qu'il y a un décalage entre cette partie du tableau et ces parties-là, donc une perspective un petit peu cavalière sur certains éléments. Même là, hein, les positions, enfin, il n'y a pas ce... Voilà, on est quand même sur une revendication d'une forme de planéité de la peinture. Même ici, hein, quand on regarde un petit peu, il y a des éléments qui paraissent un petit peu étranges, étonnants. Cette perspective-là, moi, ne me plaît pas. Mais c'est... Enfin, elle ne me plaît pas. C'est pas une perspective correcte, mais c'est ça qui vient donner un petit peu ce côté tilted de la peinture, et qui, a fortiori, donne un style particulièrement. Pareil hein, sur la maîtrise des proportions, je ne sais pas ce qui se passe sous cet endroit de tissu, mais on voit que de par la position du buste et la position des jambes, même la taille de la main par rapport à la poitrine, etc. et au bras, bon bref, la taille de la tête, hein, il a une grosse tête cette dame. Celui-ci un peu en termes de proportions, un peu sur le teco, mais ça n'empêche que tout son travail sur les détails, toutes les petites... et puis même hein, le travail sur la carnation, les couleurs qui s'éclaircissent, qui viennent se réchauffer ici. Moi j'aime bien quand même ce style de... J'aime parce qu'il n'est pas justement dans ce réalisme photographique quoi. On n'est pas là-dedans et on n'a pas envie d'être là-dedans. De toute façon, ça sert à rien au jour d'aujourd'hui de faire du réalisme photographique en peinture, si ce n'est étaler ses compétences plastiques aux yeux du monde. Soit. Bon. Jordan Castile. Moi, j'aime bien Jordan Castile.
Mais c'est une artiste que je mettrais facilement avec Kehinde Wiley. Dans un peu cette récupération, c'est horrible comme mot, dans dans ce travail du portrait afro, quoi. Mais Aaron Douglas, il est plus dans la peinture d'histoire, hein, quand même. Je sais pas trop comment dire. Voilà, ça c'est un peu les tons, ton sur ton. Je sais pas si on peut dire ça. Dont je vous parlais, un peu ces cohérences colorées qu'on retrouve un petit peu, voilà, dans ce travail de Castille. Voilà, je trouve qu'il y a une affinité colorimétrique en plus des sujets avec Aaron Douglas, même s'ils sont présentés très différemment, puisque Jordan Castle a l'air d'être très arrêté sur certains visages. C'est plus des choses de rue, c'est quand même Ouais. C'est quand même du vivant, quoi. C'est ça que je veux dire que Aaron Douglas, là, si on regarde les deux trois photos que Google a bien voulu nous sortir, ok, plus la merde. Wiki A. Ça, c'est la seconde problématique. C'est les bases de données en histoire de l'art. Vous n'êtes pas autorisé à consulter toutes les œuvres de tout le monde. Jamais, au grand jamais, personne ne vous mettra une photo de tous les tableaux d'un seul artiste parce que on ne sait pas. Voilà, donc artistes, bougez-vous le cul, faites vos archives parce que c'est un petit peu chiant de devoir aller dans 15 000 sites différents pour retrouver une liste à peu près exhaustive de vos travaux. Voilà, écoutez, moi, si je veux comprendre votre pratique, c'est pas avec les 17 extraits de WikiArt que je vais m'en sortir. Donc, encore une fois, il va falloir aller acheter un livre. C'est un peu ça la problématique en art contemporain et de manière générale quand on essaye de conserver une pratique pseudo-scientifique ou scientifique en dehors d'un cursus universitaire ou académique, c'est l'accessibilité à l'information qui est extrêmement chère. Vous avez énormément de paywall de tous les sites et moi ce que je trouve un petit peu dommageable, c'est que mis à part en étant étudiant et en ayant une inscription à la faculté pour avoir accès à toutes les bases de données, il n'y a pas de lieu euh, où on peut avoir le même type d'accès aux bases de données. Et je trouve ça extrêmement frustrant. Je comprends pas pourquoi la médiathèque de Montpellier n'a pas la possibilité de donner un accès à des bases de données. Voilà, bref, c'est des marchés qu'il faut développer. Mais si Gistore ou les autres bases de données un peu privées et tout peuvent nous entendre, associez-vous avec les bibliothèques municipales. Voilà, nous on aimerait bien avoir des accès à vos articles sans pour autant avoir à prendre un abonnement individuel parce que j'en aurais pas l'utilité plus que ça, quoi. Enfin, pour le moment, non. Peut-être à terme, oui. Mais voilà, ce serait sympa d'avoir un Gistore accessible dans la bibliothèque du village, quoi. J'ai pas besoin d'aller en ville pour à la fac. Et en plus, même quand vous allez à la fac, si vous n'êtes pas étudiant, vous n'avez pas les codes pour accéder aux bases de données. Donc ça devient hyper limitant, quoi, en termes de recherche et d'éducation personnelle. Trêve sur ce sujet, on va regarder d'autres artistes. Lui m'avait intéressé, c'est vraiment juste son image, hein. Enfin, c'est cette partie-là de gravure sur des espèces de plaques de placo. Oups. Voilà, bon, ça c'est un truc, ça va revenir. C'est une chaîne d'art contemporain. Vous allez souvent être confronté à de la nudité
Et en plus, j'aime bien les sujets un petit peu border tabou. Euh, Stéphane Balkenhol. Bah écoutez, c'est très intéressant. C'est un sculpteur. Est-ce que j'en ai on fait de la gravure, peut-être. Peut-être plus un graveur. Je déteste ça. C'est travailler sur les personnages en bois. Je trouve pas ça transcendant. Celui-ci est magnifique. Je pense qu'il y a beaucoup de travail technique, évidemment. Mais produire ce type d'objet en 2024, bon, ok. On le retrouve avec Anthony Gromley, mais c'est un sculpteur aussi qui travaille la figure humaine. Donc on voit qu'il y a un petit peu quand même des croisements. Ça, c'est hyper intéressant. Moi, j'aime beaucoup ces tableaux-là. Je trouve que c'est hyper original comme travail en fait. C'est hyper original, j'avais jamais vu ça. C'est pour vous dire, on est on ne cesse jamais d'être surpris avec l'art contemporain. Celle-ci, je l'aime bien, juste parce qu'il y a un peu de nudité, que le mec est là en mode ouh, yeah, ouh. Donc ça, c'est mon autre jeu préféré. Hein. And he's got a fucking big dick. Voilà, ces petites lèvres là qui sont. Ouais, bon après, il a un petit peu un problème là, au niveau de cette épaule. J'ai l'impression que c'est un peu carré. Mais j'aime bien ce côté travail du bois à la main, en mode non finito. On voit là qu'il y a la cassure du bois aussi qui est toujours très apparente. On voit les premières découpes qui sont faites à la tronçonneuse, quoi, pour vraiment juste dégrossir le bois. C'est hyper intéressant d'avoir ça, de le voir en vrai. Ok. Et c'est en allemand, je ne lis pas l'allemand, donc voilà une autre, une autre barrière quand on essaye d'accéder à l'art contemporain. Faut être polyglotte, voilà, hein, parce que one language is never enough. Start somewhere. Stéphane Balkenhol, écoutez, c'est un nom que je retiens, je ne compte pas particulièrement investiguer plus que ça sur ce personnage-là, mais pourquoi pas. Enfin, son travail m'intéresse, je trouve que c'est assez original. À l'occasion, si je peux aller voir une expo de ce monsieur, j'y passerai. Ali Banissar Sadr. Bannissadre. Michael Barcelo. Alors lui, grand mystère. Grand mystère, grand mystère. C'est un mec que je vois, que j'ai l'impression d'avoir beaucoup vu. Alors que j'ai jamais vu ses œuvres, mais ce nom revient énormément. J'ai un petit peu regardé aussi sa page là sur Tadeusz Ropac. J'étais pas fan. Bon, il y a des travaux un peu comme ça qui me font penser à Gormley ou Gormley, Tony Cragg. Bon, voilà. Ces peintures, j'ai énormément de mal. On retrouve aussi un petit peu la céramique. Il y a quand même pas mal de thématiques qui sont similaires. Hein. Là, entre trois artistes, figure humaine en sculpture, mais voilà, des formes un peu comme ça. Ça, on se souviendra de l'autre vase qui a été fait par du coup Balkenhol avec des scènes de sexe. Des scènes de sexe. Mais j'ai du mal, j'ai énormément de mal à accrocher, en tout cas sur ce qui est proposé dans la galerie. J'ai par curiosité un petit peu essayé d'aller voir son site web. Voilà, le site web s'arrête là. Mais ce que ça met en avant et ce que met un petit peu sa description en avant, c'est un peu tout ce travail sur un peu la peinture rupestre. Donc si on regarde, il y a un peu ces effets de soufflet ou voilà, un truc très préhistorique.
Là, on reconnaît que c'est une trompe d'éléphant avec un éléphant à l'envers. Une scène peut-être tirée de Dumbo. Non, je sais pas, peut-être l'éléphant. Ça doit être une image quand même assez récurrente, hein, l'éléphant qui fait de l'équilibre sur la trompe, parce que c'était beaucoup dans les cinémas, ce genre de choses. Mais voilà, ce que je voulais dire, en vrai, c'est toute cette partie, relying on cultural and geographical diversity for inspiration, his time in Mali, where he established a studio, was a formative experience. For Barcelo, painting is a visceral way of relating himself to the world, and as such, his art connects with the primitive beauty of cave paintings. Alors, je sais pas pourquoi l'auteur semble assimiler une peinture viscérale avec un geste primitif. Bon, d'accord. Moi, je me souviens notamment, quoique, en y pensant, j'allais parler de l'école viennoise et de ses performances un petit peu Cristiano ensanglanté de sacrifice machin et tout. Et je trouvais ça viscéral. J'allais dire que c'était pas si primitif que ça, mais évidemment, ils citent tous des anciennes traditions celtes ou autrichiennes, je sais plus. Et que c'était une espèce de réinterprétation, réutilisation de rites primitifs autour du sacrifice. Donc il y a ce côté un petit peu primitif dans l'utilisation des viscères. Mais bon, écoutez, Michael Barcelo, not a huge fan of the artworks presented. Ça, je trouve ça vraiment pas. Voilà, hein, après, chacun sa pratique artistique, et puis s'il est représenté par une galerie aussi importante, c'est que il doit avoir son public, hein. Mais ça, je trouve ça vachement plus intéressant. C'est tout son travail dans les jardins avec ses formes sculpturales. On l'a vu dans son truc, voilà, la grotte. La grotte qui a un aménagement de jardin qui est qui était récurrent en Italie notamment. Et donc une réinterprétation contemporaine qui, moi, m'intéresse beaucoup plus que ce type de travaux-là. Ça, je trouve, avec toutes les textures et tout, je trouve ça intéressant. Mais voilà. Voilà, les folies, les petites folies, c'est exactement ça. Les folies des jardins. Et on avait souvent des sculptures qui étaient un peu disséminées dans les jardins. Voilà. Mais je pense qu'il n'a pas juste peint des poissons sur des grandes toiles. Mais donc je pose la question. Là, on a des trucs très très abstraits. Il faudrait se plonger un peu plus là-dedans. Disons que je suis pas un très très grand fan du résultat visuel, mais il y a des actions qui me posent pas mal de questions et que je trouve intéressantes. Donc pourquoi pas. Pourquoi pas, mais plutôt pas que pourquoi. Hein. Si je puis me permettre. Si je puis me permettre. Mais enchanté. Enchanté. Gilbert et Georges, ça on adore. Il y a eu une expo il n'y a pas si longtemps que ça à Louis Vuitton que j'ai pas eu l'occasion de voir. De ce que j'en ai entendu, c'est un duo de performeurs artistes. Donc moi ça m'intéresse beaucoup les questions de performance et puis surtout ce sont des gens qui ont tenu un petit peu de manière radicale leur duo et en ayant vraiment des protocoles assez stricts sur leur sortie en public et le rapport qu'ils avaient à l'art et à la performance de manière générale. Donc j'en connais pas beaucoup plus sur Gilbert et George, qui sont pour le coup très connus. Donc un peu une honte à moi. Mais voilà, ça ce sera peut-être un axe sur la performance. Un petit peu à creuser parce que je les connais pas assez, mais voilà, ils ont pour moi un petit peu d'intérêt à les gratter quoi. On va voir ce qu'ils proposent à la galerie.
Ok. Why not? Gilbert et Georges. Voilà. Voilà, voilà. Trop drôle. Mais moi, si vous aimez pas avoir 1 milliard de pages ouvertes, moi, c'est mon jeu préféré. Donc, très problématique. Oui, oui, oui. Adrienne Guény. Bah, lui, clairement, il fait son travail avec une intelligence artificielle. Hein. Le mignon. Mm. The Fear of Now. Bacon, oui, mais j'allais crier trauma. Ça sent le trauma. Je suis désolé. Hein. Ouais, ouais. Ok. Ok, ok. Alors pourquoi je dis ok? Parce que c'est vraiment des œuvres que je ne comprends pas. C'est pas le seul artiste à faire des productions dans ce genre hyper organique, à la frontière entre le gore, le dégueu, l'humain. Enfin là, on reconnaît un ordinateur, des chaussures, donc les doigts du mec qui tape dessus avec une langue. Enfin, c'est la mouche, le mec, quoi. C'est la mouche. Donc, il a fait sa petite transformation. Là, c'est devenu un zombie dégueulasse qui bave de partout et qui est en train de chiller sur un corner de table. Donc, voilà, c'est tout ce que je peux dire de ces tableaux. Je ne comprends pas la volonté de Smash Mouche bleu. On dirait un vomi visuel assez intense. J'imagine qu'il doit y avoir aussi pas mal de textures sur ces tableaux. Je me demande si c'est que de la peinture. Hein. De toute façon, c'est écrit en dessous. C'est de l'huile sur toile avec des effets très distincts. Je pense qu'il y a quand même une belle maîtrise des différentes techniques, des mélanges de couleurs, de limiter les zones, etc. Encore sur certains, on peut supposer une figure humaine et on va retomber sur Gormley Crag, hein, dans ces figures humaines complètement déformées, complètement vomissantes, dégoulinantes. Bah. Voilà, moi c'est ce que ça m'inspire. Là aussi on regarde un visage, hein, presque une gueule cassée avec un bandage dessus. On est aussi dans l'ère du collage, exactement. Donc voilà, ce sont des toiles qui sont à mon avis très impressionnantes par leur format. Par aussi, ouais, regardez 3 mètres sur 3,50, c'est énorme. C'est vraiment des toiles qui sont très très grosses. Je pense que les voir en vrai, ça doit être encore plus choquant que là. Parce que celle-ci, elle fait quand même 2 mètres de haut. Donc on est vraiment sur une échelle 1, quoi. Le truc, c'est un corps. C'est un personnage qui fait notre taille. Mais pourquoi? Ici, on retrouve les doigts avec un pinceau, une autre main. Est-ce que c'est un autoportrait? Ce à quoi je dirais, cher Adrian, are you okay? Like, man, are you okay? Tell me what's bothering you. Like, honestly, what the fuck do you do that? What the fuck did you do that? I don't understand. Je ne comprends pas. Do I want to understand his artworks? Maybe I don't. Maybe I should. I don't know. For me, it's a no. I mean, I'm sure it's very interesting and they must have like a huge, amazing conversation that we should look at. But I won't. Not now, not today. Sorry, sir. Donc voilà, c'était Adrian Guény. Vous êtes très mignon, monsieur, mais vos peintures me font absolument peur.
Ok, Amos Gitaï. Ah, mais je peux littéralement passer des heures à faire ça. Par contre, j'ai l'impression qu'ils ont vraiment, vraiment pour le coup. Bon, Donald Judd, est-ce que ça vaut encore le coup d'en parler? Je ne crois pas. Robert Mapplethorpe, pareil, c'est une très grande figure des mouvements queer. Tellement de choses à dire, rock, scandale, sexe, trash, photographie. Voilà, hein, Robert. Et donc ce petit monsieur, Hans Josephson Estate. Donc ce monsieur est sûrement mort. On est encore sur de la sculpture. Voilà, je savais pas qu'on pouvait tourner pour voir autre chose. Ça me paraît tellement logique, mais why not? Je vous laisse admirer cet amas de terre d'une finesse et d'une délicatesse à vous couper le souffle. Nous l'avons appelé termitière, montagne de bouse, sur piédestal. Je veux dire, si vous n'avez pas un white cube pour les présenter, on va vous demander ce que c'est dans votre jardin, hein. En fait, c'est l'homme debout. C'est un jeu de mots. Debout. C'est de la boue. C'est un golem. Ça encore, je peux trouver, je peux trouver ça intéressant. Je sens que les gens vont crier à l'étron, vous voyez pas ces petites fesses là, ça vous donne pas envie? Bah écoutez, moi non, ça me donne pas du tout envie. J'imagine qu'on va vous dire que ça allait avec un regard un petit peu primitiviste de se resservir des éléments naturels et de repartir à l'origine de l'art pour faire des tas de boue. Bon, merci, hein, on a fait 3000 ans d'art. Non, non, mais je déconne, c'est pas du tout des discours que j'ai d'habitude. J'accroche pas du tout, c'est tout ce que je voulais dire, j'accroche pas du tout. Vous remarquerez qu'on voit un petit peu sa bouche, ses deux yeux, le nez et un peu sa chevelure, donc c'est un buste de femme. Est-ce que on arrive à dire quelque chose de cette forme-là particulièrement? Pas trop, non. Vraiment, écoutez, c'est... Voilà, il faut de tout pour faire un monde, hein. Il faut de tout pour faire un monde. Bon, Hans Josephson, je vais vous laisser tranquille. Jason Martin, ah, ça manquait dans leur collection. Un peu d'abstrait à la Pollock. Non, mais tu peux pas dire ça, tu peux pas réduire à tel point. Very cute. La pratique d'un artiste. Non, mais là, on est sur du soulage avec de la couleur. Qu'on se le dise, hein. Ça, c'est magnifique, par contre, hein. De l'huile sur de l'aluminium. Je crois que c'est l'aluminium qui se rend. C'est magnifique. On dirait presque des cheveux. Des cheveux, ouais. Ça, je trouve ça sublime. Incroyable. Incroyable. C'est velouté, c'est magnifique. Et c'est que des photos, ça fait 2 mètres sur 2 mètres, c'est un carré. Ils se sont trompés dans les formats là.
2 mètres sur 2 mètres, on a format rectangulaire, c'est un peu problématique, non? Vous trouvez pas? J'adore. Franchement, j'adore. Je adore. Ça me fait penser à un autre artiste que je suivais, mais il y a pas longtemps, qui s'appelait Yannick quelque chose, qui travaillait aussi beaucoup avec de l'acrylique et ses effets de texture. Et il a vraiment. Enfin, lui, il a eu vraiment un truc où il est parti sur la peinture, il a continué avec de la matière picturale, donc vraiment en faisant sécher des pots d'acrylique à l'air libre jusqu'à ce que ça devienne un petit peu une pâte. Et une fois que c'était une pâte, ben, il travaillait de l'enduit, quoi. De l'enduit coloré, mais c'était vraiment avec avec un œil pour la couleur et vraiment un équilibre qui était magnifique. Et là, ça me fait beaucoup penser à Jason Martin, parce que lui, il a une maîtrise des textures et des couleurs qui est assez impressionnante. Je trouve ça magnifique, hein. Euh, voilà, là, avec un... Ouais, c'est magnifique d'avoir un rouge comme ça. Puis là, vous avez un bleu, presque un bleu clin, quoi, hein. C'est ultramarine blue. On n'y est pas, mais on y est, quoi. Je veux dire, c'est ça sans lettres. C'est ça sans lettres. Mais ouais. Mais je pense que ça peut être une bonne vidéo critique, notamment sur tout ce travail-là de l'abstrait, de la texture en peinture. Je trouve qu'il y a plein de choses à voir, plein de choses à dire, et surtout il y a énormément d'artistes, souvent des hommes, blancs, qui sont dans cet héritage de Jackson Pollock, du travail de la texture, du geste, avec parfois un peu cette colère vraie ou fausse, un peu qui s'écrase contre les toiles. Euh, à la fois, ça vous donne des effets assez beaux, je veux dire. Alors, je sais pas, peut-être que c'est moi qui sous-estime, mais je me dis c'est difficilement moche. Quand on travaille de la couleur pure comme ça, euh, avec tous ces effets de texture, j'ai envie de dire, il faut avoir une maîtrise de son matériel. Enfin, je veux dire, ça, il n'y a pas de hasard. Et quand bien même il y a du hasard, je veux dire, le mec, il a certainement pas acheté une ou deux couches, pas plus. Euh, et il faut pas se rater. C'est-à-dire qu'à un moment, quand vous levez le pinceau et que vous décidez que c'est fini, c'est fini. C'est-à-dire que là, le risque dans ce type de travaux, j'ai l'impression, c'est plus le trait de trop. C'est plus la patte de trop qui va venir casser au final un mouvement ou une intersection qui était très intéressante. Et dans une volonté de faire mieux, bien ou de conclure ou de souffrir parfois, hein, c'est ça, hein, ben on va continuer un peu trop longtemps. Et je veux dire, il y a une différence de technique quand vous faites ça. Donc vous faites 2 grands passages, peut-être 3, hein, on voit qu'il y a des petites reprises. En plus, son pinceau doit être un pinceau en poil de cul de Beyoncé, parce que vraiment pour avoir des longues, ça doit être un pinceau souple et hyper qualité. Vous pouvez pas faire ça avec un pinceau de chez Jiffy, hein, moi je vous le dis, ou sinon vous allez laisser la moitié de vos poils sur le truc. Mais voilà, Jason Martin, Jason Martin, c'est un péché mignon. Je pense pas que ce soit une peinture qui ait un propos de dingue derrière. Vraiment, le mec, c'est juste de l'art visuel. Alors, je sais pas comment elle présente ça. Ouais. Ranging from a thin glade through which the metal ground gleams to sculptural relief with overlapping ridges and furrows.
Je sais pas ce que c'est des Ridges and Furrows, mais je dirais de la fourrure et autre chose. Non, mais ce qui est très intéressant là-dedans, c'est qu'ils disent que, en fait, cet effet brillant satiné, c'est littéralement le métal qui est dessous qui est en train de ressortir sous la peinture. Et ça les gars, c'est génial. Non, mais cette série est absolument. Et c'est que des photos, hein. Elle fait 4 mètres de haut, hein, cette toile, donc il faut l'imaginer. Ça, c'est un truc, je pense qu'on le voit en vrai, ça vous, ça vous coupe le souffle. Ça vous coupe le souffle. Vraiment, je pense que ça doit être une dinguerie. En plus, dans des formats monumentaux, ça doit vraiment être une dinguerie. Mais, euh, mais voilà, je veux dire, le mec est pas en train de faire de la politique, hein. Il veut peut-être en bleu, blanc, rouge, attention. Et tu vois, mix média en aluminium. Là, on a. Je sais pas, faudrait les voir en vrai. Celui-ci est aussi sur de l'aluminium. Je pense pas qu'on ait les mêmes effets de reflet. Mais à voir, à voir. Mais ça a l'air sympathique comme tout, hein, par contre. As you walk around these paintings, I think you engage with them in a way which is experiential and more like as you'd encounter sculpture. Yeah. Because of the live, reflective aspect of light bouncing off the surface. There's never really any single point to review the work or to experience the work. It's about moving around, but there is a stillness as well in that the organization of the marks all collide into a central or suggested central point. So the compositions are all consistent and the colors shift. They're all slightly ethereal colors. They're colors that you'd look into shallow waters or up to the sky. And they are, I like to think, optimistic and they have a sense of a life-affirming positivity. When you encounter a work of mine, there is an academic approach to the performative act, the gestural act. I have a series of reduced movements that then compile a composition. And you also look through it because there is this implied sense of looking through this illusion. When you look through, you bring into associations in your memory and associations of, well, what am I looking into? What kind of landscape does that recall? Realism and abstraction is not such a worlds apart. Do you look into a space and do you... C'est rigolo qu'ils disent que le réalisme et l'abstraction ne sont pas deux mondes si différents. Et dans la langue française, on différencie justement l'abstraction et l'abstrait. L'abstrait, c'est vraiment qui ne se base sur rien, qui ne représente rien, alors que l'abstraction, ça part du figuratif et ça le tire vers l'abstrait. Donc, il y a une différence profonde entre abstrait et abstraction. Mais peu importe. You see it as a realist a space in figuration, or do you see it as an abstraction and there is no sense of illusion? I would suggest that my paintings are a hybrid between that naturalism, that looking through, that perspectival space, that implied pictorial depth, and the didactic academic concerns of abstraction, which are, for me, physical and arm-led, or I immerse my body into the whole making of the work. And they sit very much in between these two places, these two worlds, and that's the mystery that I'm looking for throughout all of these works. I mean, why not? There's nothing wrong with what he's doing. There's nothing wrong with how it presents it. There is a huge literature that critiques
those kind of artists that doesn't bring much to the table, in terms of political point of view or depiction of reality, or how they're integrated into the world. You can not see none of it because it's not the subject, right? But even coming here and talking about the depth of these paintings, I think it's kind of hypocritical. It's there is no depth into it. It's at best a meditative work, where indeed the body is engaged in like a gesture or some sort. Maybe it's cathartic for the artist, but to me it's still. I mean, we can enjoy this work because it's beautiful, but it's never gonna be more than beautiful. And hopefully, I'm able to find artists that have a little bit more to say about the world around them than just beauty and texture and color. Which is great. This is an amazing technique. Amazing technique. Like, literally, I have not seen like something so smooth and really, he's a good artist from a technical point of view. And there is nothing more to say because there is nothing more to be seen. You're a good one. Jason Martin. Yeah, but imaginary landscape. I've always viewed myself as a landscape painter dressed up as an abstractionist. When you look at my work, you gaze into this imaginary space beyond and project association from your own mental landscape on it. To me, figuration and abstraction are beautifully intertwined. Yeah, okay. Thank you, Jason. Maybe he does something else. Let's see. Yes, that might be too much. The gesture of painting. Yeah, okay. I'm really starting to get pissed. Non, mais j'aime beaucoup. C'est très très beau. Euh, mais malheureusement, le beau, ça fait pas tourner le monde. Voilà. Mais très bien. Jason Martin, why not? Allez, voilà. Ça, pareil. Le mec est un gros rageux. Non, je suis pas un rageux, c'est je ne comprends pas. Je Je comprends pas, c'est tout. Je comprends pas. Ceci, en plus, il me semble que je l'ai déjà vu, donc je pense que c'est un artiste qui est bien établi. Moi, quand je vois ça, je vois des gens, en plus, il a fait un pénis en forme de nez, ou un nez en forme de pénis. Regardez, c'est la même forme, hein. C'est pas moi qui dis de la merde, c'est qu'il y en a partout, en fait, des petits zizi. Il y en a vraiment partout. J'avais même pas vu, encore une fois. Merci, les gars. Zizi, femme avec une corde autour du cou. Ok. Non. Ce que je voulais dire sur ce type de tableau,
Il y en a énormément. Je pense qu'il y en a beaucoup plus que ce que les gens pensent du même acabit. Moi, on montre ça, on montre Di Rosa à côté ou la figuration sétoise là, à l'école de Sète. Je dis, c'est la même chose. C'est pareil. C'est du dessin qui n'en est pas, avec une maîtrise qui n'en est pas. Mais pourtant, il y a du public. Ça fait plus de 30 ans que les gens font des choses comme ça. Donc il y a un truc que j'ai pas compris. Je sais pas si c'est... Voilà, comment on lit ce type d'œuvre, j'ai beaucoup de mal. Est-ce que c'est une caricature? Ce Dog Walk 2020, The Catwalk 2020, donc il y a un peu un... J'imagine un jeu, bon c'est un diptyque, un jeu de mots hein, avec le catwalk et cette idée de la femme voilà, qui se trémousse avec des spectateurs, etc. Qu'est-ce que ce serait alors une dog walk? Est-ce que c'est juste un chien et une chatte qui marchent? Enfin voilà, mais je pense que les jeux de mots sont là aussi pour ça. Hein. Il y a un peu ce côté provoquant, pipi caca prout. Hmm. Ah ben moi je... Voilà. Écoutez, autant Jason Martin. Voilà. Jason Martin, je le regarde et je me dis, ok, c'est beau, il y a de la technique, tu vois. Ça, je regarde, je me dis, c'est pas beau. Il n'y a pas de technique particulière. Où est le message? Où est le message? Quel est le message? Et je me force hein, à regarder ces couleurs. Je me dis, bon, ok, c'est quoi les couleurs? Il y a des couleurs plutôt bleu pour le garçon, rose pour la fille, ou inversement. C'est des couleurs un peu naïves qui sont là vraiment pour le contraste. Et on est un peu sur, bon, je suis désolé de le traîner là-dedans, hein, mais un peu sur ces modèles Basquiat, graffiti, écriture enfantine. Je sais pas s'il a une histoire torturée. Je sais pas. Je sais pas, je sais pas, je sais pas. Il a l'air d'avoir un rapport avec la femme aussi un petit peu compliqué. Si ce n'est machiste, enfin c'est... D'accord, la femme table, la femme chaise, habillée en dominatrice avec les seins qui tombent. Pourquoi pas? Encore une fois, le choc, ça fait partie du truc, mais quel est le propos? Là, moi, quand je vois ces images-là, je suis là en mode, quel est le propos? Parce que c'est pas... body party, substance painting. Et voilà. Et pourtant, il y en a plein des artistes comme ça. Il y en a vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup qui ont un peu ce style-là. Donc un jour, il faudra que j'y arrive. Femidona Paranoia. Non, mais il y a un problème, quoi. Il y a un problème. Mais on va lire. Écoutez, on va lire tout simplement. Parce que vraiment, moi, je tombe sur des trucs comme ça me choque. Allez. Non, merci, non, merci. Alors. Bjorn Melgaard first developed his neo-expressionistic gestural style of painting in the mid-90s. Okay. Often addressing marginal and subcultural phenomena to raise provocative and critical questions about society, he explores the darker side of humanity, such as self-destructive tendencies, deviant sexuality, or frigid religious beliefs, pushing the boundary of acceptability in order to probe social, political, and ideological issues. His distinct iconography is influenced by Norse mythology, but also draws from popular culture with references as diverse as the Pink Panther, Planet of the Apes, symbolist painter Edvard Munch, and author Elizabeth Wurtzel. His work across disciplines and media encompasses painting, sculpture, installation, fashion, literature, architecture, creation, and video, as well as augmented and virtual reality. Well, yeah, he does everything. Melgaard's expressive, vividly colored
canvases are populated by hybrid human and animal character, executed in thickly encrusted oil painting against a bright, often monochromatic ground. Many of these works also incorporate Norwegian or English phrases as a counterpoint to the imaginary. The result is an intimately introspective body of work filled with personal archetypes that reveals the artist's sustained investigation into an ultimate embrace of male sexuality as a riotous celebration tinged with angst. Although he does not consider himself an explicitly political artist, his work is rooted in an early identification with queer politics and identified from the 70s and 80s. He also engages with much legacy in Norway, addressing similarly profound themes, including sexuality, desire, alienation, and death, although transformed into Melgar's own idiosyncratic idiom. Bon, en quelques mots, ils vous ont dit que c'était un homme qui aimait bien parler de sujets profonds, dont notamment la sexualité et le rapport au monde, dans des versions un peu troublées. Hashtag Munch. Je veux dire, j'étais pas si loin dans mon analyse. Je veux dire, ouais. Non, mais dans ce cas, plongeons-nous dans ces réflexions à ce monsieur-là. Il n'y a pas de souci, mais je pense pas que la morale qu'on en tire soit vraiment une morale très progressiste. Mais j'en sais rien parce que j'ai pas approfondi son travail. En tout cas, la petite description, j'ai envie de dire, correspond aux préjugés que j'avais sur la peinture et la personne qui l'a fait. Mais Bjarne Melgaard, pourquoi pas? Je pense que là, on est vraiment... Non, mais il faut que j'arrête de dire... j'en sais rien, hein, je ne connais pas ces artistes. Je répète, le but du jeu, c'est de découvrir. Hein. Donc moi, je découvre un peu un body of work de Tadeusz Ropac. Qu'ils ont choisi de cet artiste eux-mêmes. Donc il y a aussi une présélection par la galerie, donc c'est qu'elle pense que ça peut toucher aussi ses clients. Voilà ce que ça en dit des clients. Mais écoutez, moi pourquoi pas. Moi, ça me fait un sujet, c'est grave un sujet à débat. C'est grave un sujet à débat. C'est grave un sujet à débat. Non, mais vraiment, je pense qu'il y a tout un tas d'artistes qui ont un travail qui est similaire au sien. Et je pense qu'ils abordent tous un petit peu les mêmes thématiques. Mais moi, je trouve ça très étrange que ça séduise. Et je trouve ça très étrange comme façon d'aborder le monde. Mais voilà, pourquoi pas. Pourquoi pas. Non, mais je veux dire, un homme qui dessine des zizi en érection tout le temps, bon, ça pose des questions. Je pense qu'il faut s'interroger. Vraiment. Profondément. Profondément. Bon. On n'a clairement pas fait tous les artistes de cette galerie de Tadeusz Ropac. Moi, je pense que je continuerai sur différents temps. Là, ça fait quand même 1 heure que j'y suis. Ils sont bien mignons, mais je vais pas passer ma nuit à faire ça. Donc voilà, c'était un premier tour, à mon avis, de ce que a en stock la galerie Tadeusz Ropac, à travers le regard d'un amateur incompétent. Voilà, je tiens à le préciser, je n'ai aucune expertise, si ce n'est un fort intérêt pour l'art contemporain que j'ai passé plusieurs années à étudier. Ça ne veut pas dire que je sais tout, que je comprends tout et que je connais tout, loin de là. C'est pour ça que vraiment cette chaîne et ces petits trucs, on verra si ça intéresse, mais c'est vraiment une façon pour moi aussi de me tenir à jour de ce qui se fait en fait. Voilà, parce que j'ai pas envie de devenir un vieux crouton et de plus comprendre ce qui se passe autour de moi, donc je m'intéresse à ce qui se passe autour de moi et puis je me rends compte que je suis un vieux crouton.
Mais voilà, c'est plutôt l'objectif. Là, c'est vraiment un, un élagage. Je sais pas comment on peut dire. Voilà, on fait un premier tour. Là, c'était vraiment juste sur une galerie. On est loin d'avoir fait tous les artistes. On a fait les quelques premiers de la liste, les noms qui nous ont un petit peu arrêtés, les travaux qui nous ont questionnés. Je pense que je continuerai, que ça pourra faire une série de plusieurs petites vidéos. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est vraiment de la réaction à chaud. Donc ne vous attendez pas à ce que mon discours soit figé, à ce que je pense ça en profondeur, en permanence. Non, là c'est vraiment un discours à chaud. Je réagis face à des œuvres que je ne vois que sur internet, donc ça permet pas non plus de bien comprendre l'importance de certaines pièces. Hein. Quand on joue notamment avec l'espace, et ben, c'est pas sur un écran d'ordinateur qu'on peut le voir. Quand il y a des subtilités chromatiques ou même des tout petits détails qui ne se voient pas sur une reproduction photographique, ça permet pas aussi d'avoir une analyse complète des œuvres qu'on est en train de regarder. D'autant plus que vous l'avez vu, j'ai lu 4 lignes. Allez, un petit paragraphe sur deux artistes. Les autres, je connaissais vite fait de nom, où j'avais déjà un peu exploré leur travail par avance, mais pas dans la profondeur. Donc vraiment, c'est des vidéos qui sont... Enfin, ce type-là, en tout cas particulièrement, c'est du divertissement. C'est pour juste se tenir au courant de ce qui se fait. Voilà, donc il ne faut pas non plus lire trop dans ce que je dis. C'est de la réaction à chaud, c'est un peu moqueur, c'est un peu dans la question, mais c'est le début d'un travail derrière de réflexion. Si ces artistes me restent en tête dans les prochains jours, je m'y pencherai avec le plus grand des sérieux. Mais en attendant, là c'était un petit moment de découverte de la sélection de Tadeusz Ropac, et ils ont qu'à proposer du contenu un peu plus long et un peu plus complet s'ils veulent pas qu'on bâche leurs artistes en place publique sur internet. Voilà. Non, mais je leur souhaite. De toute façon, ils ont tous des grandes carrières puisqu'ils sont tous chez un galeriste internationalement connu. Donc, je veux dire, je me fais pas de soucis pour eux. Je prendrai des pincettes pour des artistes avec un peu moins de renommée. Là, je peux me permettre d'être un haters. Parce que de toute façon, tout ce que je dis, ça a été dit, ça a été pensé. Je ne révolutionne pas la face de la planète. Donc voilà, je vous laisse sur ces magnifiques images en espérant vous revoir bientôt et vous proposer un petit montage un petit peu intéressant, voire drôle. Peut-être que ça fera un gros bide, on n'en sait rien. En tout cas, à bientôt peut-être. Allez, des bisous. Ciao.